Franca Malservici, bonsoir à vous. Alors vous êtes donc, je le disais, docteur en histoire de la restauration, chercheuse au LEAV, le laboratoire de l'école d'architecture de Versailles. Vous êtes également architecte conseil au CAUE du Val-de-Marne. Peut-être juste un mot d'ailleurs sur cette casquette parmi d'autres, architecte conseil au CAUE, parce que les architectes conseils, on les connaît beaucoup dans les régions notamment. Et vous travaillez avec le CAUE du Val-de-Marne. En quoi ça consiste exactement ? Ouais. Est-ce que ça fonctionne? Non. Voilà, là, ça fonctionne. Voilà. Donc, moi, je suis salariée au Conseil d'architecture, urbanisme et environnement du Val-de-Marne. Et donc, on a des missions de conseil auprès des collectivités du département, des communes. On est en accompagnement de projets, en conseil auprès des particuliers. Et puis, moi, je suis sur le créneau aussi de diagnostic patrimonial dans le cadre de l'évolution d'îlots, de quartiers ou des projets de protection au titre du plan local d'urbanisme. L'idée de cette introduction était de voir un peu à quoi correspond ce terme patrimoine aujourd'hui. On sait bien que le terme, dans son usage courant, aujourd'hui comprend une variété d'objets incroyables et qui a commencé par intégrer aussi le patrimoine immatériel, par exemple, qui est bien un exemple marquant de cette évolution de la notion de patrimoine. Quand on en parle couramment, on va dire que la notion de patrimoine correspond à un ensemble de biens, meubles et immeubles qu'on a envie collectivement de transmettre aux générations futures. Et cette notion, elle est apparue en France, plutôt, on va dire, après la Révolution française, en gros. Mais naturellement, on n'utilise pas le mot patrimoine à ce moment-là. Et au démarrage des premières politiques patrimoniales, c'est l'idée de préserver des objets exceptionnels, des monuments exceptionnels, et donc c'est le mot monument historique qui est utilisé dans les premières démarches d'identification et de protection. Et progressivement, et je vais en parler tout de suite après, on a élargi à des bâtiments qui étaient moins monumentaux. Donc, dans ce cadre-là, dans cette évolution, la terminologie a évolué vers quelque chose qui, justement, évoque plutôt cette idée de transmission. Patrimoine, c'est comme le patrimoine d'une famille qui est transmis aux générations futures. Et le mot anglais « heritage » correspond à ça, ou en Italie, « bien culturel », c'est un peu exactement dans la même mouvance. Et ça paraît plutôt au XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle. On voit, par exemple, que André Malraux, nommé ministre d'État, avec un décret qui le charge d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel. Donc c'est cette nouvelle en 59, on commence à parler de patrimoine culturel. Et déjà, même au niveau international, au début des années 70, l'UNESCO va parler de patrimoine mondial culturel et naturel, donc en confirmant cette évolution dans la terminologie. Alors, vous avez certainement entendu parler de cette notion autre qui s'associe à patrimoine, qui est celle de l'élargissement patrimonial, dont tous on peut éventuellement ressentir un peu les effets, de plus en plus d'objets qui entrent dans ce qu'on dit le champ patrimonial. Ça veut dire des objets pour lesquels on ne peut pas agir comme on veut, on va dire, si on utilise des mots de tous les jours. Comment ça démarre cette histoire? En France, ça démarre avec un service des monuments historiques qui au début est formé par vraiment quelques personnes. Au départ, le premier inspecteur en 1931, Ludovic Vité. Donc vous voyez, c'est pas encore un service. Et ça va évoluer avec une commission en 1837 qui va commencer une enquête auprès des préfets et qui vont, eux, envoyer des listes pour former en 1840 la première liste des bâtiments qui peuvent bénéficier, qui méritent l'aide de l'État pour leur restauration. Donc au départ, on peut quand même les démolir, mais l'État est prêt à financer les travaux de restauration. Donc c'est quelque chose qui va se construire, le système actuel, avec une progression, on va dire, une évolution d'une part du service, d'autre part du nombre de bâtiments protégés et de la manière d'intervenir, de les protéger. Donc cette liste de 1840 comprend environ 700 bâtiments et c'est la première liste officielle. Et à partir de là, ça ne fera qu'augmenter. Alors il faut dire que cette première liste, elle ne comprend pas, par exemple, toute une partie de cathédrales comme Notre-Dame que vous voyez dans l'image, mais il y a beaucoup de cathédrales qui sont dedans. Elle va être intégrée en 63 aussi parce qu'il y a
des histoires de conflits entre les différents services et que certains bâtiments, on considère qu'ils sont protégés parce qu'ils sont gérés par le service des cultes ou suivis par le service des bâtiments civils. Donc c'est très intéressant de suivre tout ça et cette évolution elle a été étudiée de manière très intéressante. Par contre, le château de Chambord, il va être en 1840 intégré dans la liste. Donc vous l'avez, si ça vous amuse, regardez si un bâtiment que vous connaissez, il est dans la première. C'est déjà une première manière d'observer cette évolution. Comment se procède cet élargissement? Alors pour faire rapidement, naturellement, on s'aperçoit que la liste elle est quand même insuffisante pour des bâtiments que beaucoup de personnes commencent à considérer comme importants à transmettre. Et ça suit d'une part des questions de danger, des bâtiments qui apparaissent comme en danger, donc on les protège, mais aussi une évolution des sensibilités, de la culture, de l'opinion aussi générale sur notre patrimoine collectif. Par exemple, dans la première liste, vous avez une grande partie, ce sont des bâtiments du Moyen-Âge, notamment des châteaux et des églises. Puis petit à petit, la première Renaissance va intégrer des maisons très décorées. Et puis tous les temps modernes jusqu'à la Révolution, toutes ces périodes-là vont être intégrées dans la liste au cours du 19e, avec une évolution progressive de l'intérêt des architectes, des historiens, mais aussi de tous les acteurs et des associations, par exemple, pour ce type d'objets. Et puis des phases un peu plus rapides qui sont, par exemple, la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, qui va laisser un peu sans financement plus d'églises, et donc beaucoup vont être protégés pour en assurer l'entretien. Ou la Première et la Seconde Guerre mondiale, avec beaucoup de protections qui suivent le moment des destructions, parce que au moment de la reconstruction, on s'aperçoit qu'il y a des bâtiments qui sont quand même intéressants, qui n'étaient pas protégés, que du coup on va protéger d'urgence pour pouvoir en assurer la reconstruction ou la réparation. Et puis, pendant les 30 Glorieuses, justement, le processus de transformation des villes qui met en danger les centres anciens et toutes les politiques de protection des tissus urbains qui vont apparaître avec des nouvelles protections, les secteurs sauvegardés, ou encore la phase de désindustrialisation qui va donner lieu aux premières protections du patrimoine industriel. Parce que justement, des bâtiments hors d'usage, plus personne ne les entretient, donc ils deviennent en danger et on les intègre dans cette liste. Et puis, dernier arrivé, toute la deuxième moitié du XXe siècle, avec, vous le savez, dans les débats sur les démolitions dans le cadre des projets en rue, des nouveaux objets à risque, le logement social et donc une nouvelle campagne de protection. Voilà, donc ces exemples montrent la relation entre des nouvelles protections et des événements, des contextes qui sont des événements économiques, sociaux, culturels. Jusqu'à arriver à un comptage en 2015 où on arrive à 43 600 bâtiments classés par l'État, protégés par l'État, classés ou inscrits. Donc on voit bien entre 700 et voilà, 43 000, on a fait un sacré voyage. J'ai parlé là ces chiffres correspondent aux protections portées par l'État, donc des bâtiments dont on considère qu'ils sont suffisamment importants pour qu'au niveau national, on s'y intéresse et on se mobilise. Naturellement, l'élargissement patrimonial correspond aussi à un élargissement des acteurs en charge du patrimoine. On a vu les régions avec les parcs naturels régionaux, les villes, les communes et les communautés de communes, avec dans le cadre de la décentralisation, l'importance du volet patrimonial dans le plan local d'urbanisme, les protections locales qui aujourd'hui permettent de protéger des maisons en meulière et d'autres objets qui ne pourraient pas être dans d'autres listes. Donc, on voit là un peu toutes les échelles de protection qui sont aussi un sujet important. Là, je vous montre, parce que j'ai oublié de changer les images, les halles de Baltard, qui ont été en 1971 un moment fondamental dans la prise de conscience du retard qu'on avait dans la protection d'une part des bâtiments du 19e, qu'on protège très tardivement en France, comme aussi dans d'autres pays, et qui du coup vont entrer aussi dans le champ patrimonial, mais aussi des bâtiments fonctionnels, utilitaires, comme étaient les Halles de Paris, dont on commence à reconnaître l'importance d'un point de vue de l'histoire de l'architecture en tant que création spatiale, grande innovation technologique et élément important dans le paysage urbain. Alors,
on va dire que les Halles sont un bâtiment qui a été sacrifié pour sauver beaucoup d'autres bâtiments, parce que ça a généré tellement de débats que finalement, après ça, on a protégé beaucoup d'autres objets. Voilà, c'est un peu un moment marqueur, parce que ça a permis aussi de réfléchir à tout le quartier. Il y a eu un travail très intéressant sur qu'est-ce que c'est un centre urbain avec des périodes différentes qui se croisent. Alors, pour le moment, j'ai parlé que de l'identification. Naturellement, cette identification s'accompagne d'une reconnaissance des bâtiments, c'est-à-dire pourquoi on a envie de les conserver, quels sont les éléments qu'on trouve qualitatifs, importants, uniques, irremplaçables, qui font qu'on a envie de les transmettre. Là, c'est un exemple, par exemple, d'un bâtiment industriel. C'est vrai que dans la conservation, par exemple, des bâtiments industriels, selon les opinions, on va vouloir avoir envie de conserver un volume, conserver une structure, mais aussi les spécialistes du patrimoine industriel vont vous dire qu'il est indispensable de conserver les machines. Alors, selon les possibilités, on conserve aussi des machines qui permettent de comprendre à quoi ça servait ce bâtiment. Donc, cette phase de prise de conscience de l'importance du bâtiment et de reconnaissance des valeurs qu'on veut transmettre, elle est fondamentale. Dans la théorie de la restauration inventée par les Italiens, allez, je vais le dire, donc parce que le premier ouvrage qui s'appelle Théorie de la restauration a été écrit par un Italien, Brandi, justement, la première phase du projet, c'est le moment de la reconnaissance, c'est-à-dire là où l'analyse historique et critique permet de faire le tri, de prendre position et de gérer ces arbitrages qui sont toujours très complexes et très difficiles. Parce qu'on a toujours gardé des bâtiments, on a toujours réutilisé des bâtiments, mais quelle est la différence avec une intervention de restauration? C'est que, du coup, ce n'est plus seulement une affaire de matériaux et de techniques, mais aussi de la reconnaissance de la valeur d'œuvre d'art, d'unicité d'un bâtiment. Alors, naturellement, œuvre d'art, on va dire oui, la maison en Meulière quand même. Effectivement, il y a toute une palette très très large de l'œuvre d'art intouchable à quelque chose qui est plus modifiable. Et là, du coup, justement, c'est là où ça se joue, la relation entre le type de reconnaissance et le type de projet qu'on va élaborer. Très bien. Et donc, ce moment de réflexion sur le projet est fondamental. Et quand on essaye d'analyser comment on est intervenu sur l'existant au 19e, qu'est-ce qui a changé au début du 20e, qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des situations très différentes d'un pays à un autre et que c'est vraiment lié à une histoire culturelle. Et il y a des aires culturelles différentes, même en Europe, dans des pays très proches, et qui ont porté... certaines plus vers la conservation, d'autres plus vers la transformation, mais ce n'est pas seulement un choix d'un architecte, c'est un choix de société beaucoup plus large qui est lié, par exemple, est-ce que la protection est centralisée ou décentralisée? En France, ça a été géré par l'État et souvent, moi j'ai étudié pas mal les anciennes restaurations, on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive de Paris qui dit ce bâtiment est important, la mairie ça n'était pas aperçu, on le transforme, bon d'accord, on le retransforme 50 ans après, la mairie ne comprend pas. Donc c'est vrai que cette procédure-là a généré beaucoup d'incompréhension et des fois une faible appropriation locale, alors que dans des pays où c'était porté localement, souvent par un réseau associatif très fort et parfois des initiatives privées, la relation des habitants avec leur propre patrimoine a été quand même différente. Et on le voit aujourd'hui dans des démarches locales où des objets qui paraissaient inintéressants prennent de l'importance puisqu'ils ont de l'importance vis-à-vis des habitants. Donc c'est en train de changer. Et c'est en train de changer aussi au niveau des disciplines. Une autre spécificité de la France, c'est une séparation assez forte entre les architectes qui s'occupent de restauration et les architectes autres, aussi parce que dans la formation, le cursus normal, il n'y a pas de formation en restauration, ce qui est le cas par exemple en Italie, en Espagne et je pense dans pas mal d'autres pays. Donc ce qui fait que le dialogue est un peu plus élargi, mais c'est en train de changer parce que je vois toutes ces belles initiatives de parler du patrimoine à la Maison de l'Architecture qui montrent bien que l'intérêt de l'ensemble, en fait, de la profession est en train de changer. Donc ça me paraît quelque chose de très intéressant. Voilà. Pour nos logements sociaux, et parce que je travaille en Val-de-Marne, des objets très intéressants, pas faciles à préserver, mais auxquels les habitants sont quand même très attachés. Donc là, il y a des choses à imaginer au niveau du projet pour ces objets très intéressants, qui profitent aussi d'un aménagement au sol qui est aussi important que les bâtiments, donc quelque chose de très riche.
Et là, on voit que, par exemple, au niveau de la ville de Créteil, il y a une évolution d'appropriation de ces ensembles qui est considérable dans les dernières années. Et voilà un exemple de protection différente entre la partie monument historique et le label 20e siècle, qui est quelque chose d'assez intéressant pour signaler un bâtiment qui a de l'importance, mais qui n'est pas tout à fait une protection, c'est plutôt, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle un label, c'est plutôt d'attirer l'attention et l'intérêt sur un édifice. J'ai oublié les images. Et voilà une photo des livres qui concernent la réflexion sur la restauration, les méthodes de restauration que j'ai fait dans les étagères de l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art, pour montrer dans une conférence que l'édition française est un peu faible, on va dire, dans ce domaine, et vous avez surtout de l'anglais, de l'allemand, de l'italien. Et quand c'est du français, il y a beaucoup de Québécois, de Belges et de Suisses. Et donc là, il y a bien de nouveaux domaines à défricher. Allons-y pour des nouvelles publications. Alors, pour... Pardon ? Oui, alors ça, c'était... Moi, je vois. Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Alors, important dans la question de la différence entre les aires culturelles, les différences culturelles génèrent aussi des spécialisations différentes. Par exemple, en Italie, il y a eu beaucoup l'idée qu'il fallait toucher le moins possible à tout ce qui était sculpté à l'extérieur, y compris de la décoration sculptée. Du coup, une évolution très importante de toutes les techniques de consolidation in situ de la pierre, donc des spécialistes qui interviennent beaucoup en France dans ce domaine-là. Par contre, en France, au niveau de la menuiserie et de l'entretien d'une porte 18e, on est quand même meilleur sur beaucoup de situations parce que les Italiens ont eu tendance à enlever la porte et en mettre une toute nouvelle, par exemple, en différenciant l'intervention contemporaine. Donc voilà, selon les pays, je pense que là aussi, dans les échanges entre les pays, il y a quelque chose d'intéressant parce que chacun, selon ses approches, a développé des spécificités techniques aussi différentes. Et voilà, pour terminer, qu'est-ce qu'évoque pour moi la question de l'acier et patrimoine ? Déjà, je trouve que l'entrée par les matériaux est toujours très intéressante. Si on peut parler, on a beaucoup travaillé sur le béton en restauration, par exemple, qui est un sujet très important, et la restauration des bâtiments en béton, qui est devenu un sujet d'actualité. C'est un peu la même chose par rapport à l'acier. Déjà, il y a le sujet du métal dans les bâtiments anciens, qui est quelque chose qui a beaucoup intéressé les archéologues, les ingénieurs, parce qu'on découvre des choses qu'on ne connaissait pas à chaque fois qu'on intervient sur un bâtiment. L'acier a été aussi, dans des édifices, on va dire, avant le XXe siècle, très utilisé pour les reprises structurelles, parfois cachées, parfois visibles. Donc là, selon les projets, il y a des options qui sont différentes. La spécificité de l'acier, c'est aussi qu'on le reconnaît comme une intervention contemporaine. Donc, dans les pays où cette approche a été portée comme quelque chose d'intéressant, parce que ça permettait de différencier, de comprendre tout de suite ce qui avait été fait, ça a été assez retenu, et dans d'autres cas, utilisé plutôt comme un élément masqué à l'intérieur d'autres aménagements. Mais le métal est aussi très utilisé dans les ajouts, parce que là aussi, quand il s'agit de distribution, escaliers, passerelles, surtout dans le domaine des sites archéologiques, ça permet de garder de rendre clair pour n'importe quel visiteur, sans aucune explication, qu'il s'agit d'une intervention contemporaine. Et puis la légèreté, naturellement, qui a aussi contribué à créer des ouvrages, à permettre des nouveaux parcours là où d'autres matériaux étaient plus problématiques. Et également dans le second œuvre, et là aussi, d'abord pour fermer des parties qui ne l'étaient pas de la manière la plus légère possible, mais aussi, surtout dans des pays où on fait moins de menuiseries en bois qui imitent les menuiseries du XVIIe ou du XVIIIe. Justement, je reviens comme l'Espagne, l'Italie, beaucoup de menuiseries en métallique, en acier, aussi dans des fenêtres anciennes. Donc, ces utilisations montrent la variété en fait, des approches qui me sont venues un peu comme ça à l'esprit, parce que tout de suite, ça évoquait des images, et puis on verra dans les projets qui seront présentés après comment ces différentes options, de quelle manière elles peuvent être intégrées dans le projet. Et
Puis naturellement, avec l'entrée du patrimoine XXe siècle dans le champ patrimonial, comme on disait, quoi faire des bâtiments en acier? Alors, ce n'est pas toujours très simple, et un des bâtiments les plus compliqués en région parisienne, c'est peut-être la Maison de l'Iran, qui est désormais un bâtiment qui a été inscrit en 2008, considéré comme très intéressant, une sorte de moment clé dans l'évolution des formes architecturales et dans l'application des techniques, avec ces 2 volumes suspendus, un vrai repère aussi urbain quand on bouge dans le périphérique. Donc cette idée aussi que pour la ville de la mobilité, c'est un objet très très important. Donc réalisé en faisant évoluer un projet d'architecte iranien par Claude Parent et André Bloch. C'est tellement compliqué de le réhabiliter qu'il y a eu carrément en 2008 une journée d'études organisée à la cité universitaire pour parler de réhabiliter les édifices métalliques emblématiques du XXe siècle. C'est un sujet très intéressant. Là, en partie en cause de la présence d'amiante, donc qui génère des problématiques supplémentaires. Et c'est vrai que là aussi, c'est un champ particulièrement intéressant, même si on sait que l'acier n'a pas été privilégié dans les structures en France par rapport aux États-Unis ou à d'autres pays, reste le matériau utilisé pour des bâtiments très très importants dans l'histoire de l'architecture du XXe siècle. Voilà pour cette introduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franca Malservici. On peut vous applaudir.